Axel va se présenter bien sûr, mais Axel est avocat spécialisé en informatique, et puis voir justement les aspects plus opérationnels, puisque moi je suis consultant en sécurité, donc du coup c'était d'allier un petit peu le meilleur des deux mondes, et donc on va se lancer sur le sujet. D'abord on va quand même se présenter un petit coup, c'est toujours intéressant de savoir qui on a en face, et puis bien sûr son numéro d'âme, faire cet affront. Donc je suis Axel Français, je suis avocat au barreau de Rouen. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai prêté serment. J'ai monté mon cabinet il y a à peu près un peu plus de 4 ans. Et après avoir travaillé dans des structures juridiques plutôt anglo-saxonnes, avoir travaillé beaucoup sur les contrats, je me suis dirigée vers le droit de l'informatique. Et voilà 3 ans que j'essaye de comprendre votre monde, ce qui n'est pas toujours évident et qui est aussi technique que le mien, mais quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est évidemment pas facile. Donc, je te rassure, c'est aussi compliqué. Mais je compatis, donc je vais essayer de vulgariser au plus et pas rentrer dans des problématiques trop techniques et qui n'ont pas vraiment vous intéresser. L'idée, c'est de vous sensibiliser au sujet. Et donc, mon cabinet conseille et assiste des entreprises de tout taille, dans tout domaine, que ce soit les prestataires informatiques, mais également dans la fourniture industrielle, puisque je conseille et j'assiste des prestataires informatiques, mais également des clients assez variés qui peuvent faire appel à des services, au service des entreprises prestataires dans le cadre de l'intégration d'un ERP. Donc là, je vais plutôt les aider à rédiger les contrats, que ça ne soit pas trop déséquilibré pour eux, petits clients, face à des gros prestataires informatiques. Et puis lorsque je suis côté prestataire, l'idée c'est de sécuriser les contrats, poser des clauses qui soient équilibrées par rapport aux prestations qui vont être effectivement réalisées, ne pas s'engager trop dans une responsabilité, limiter une responsabilité, en ne perdant pas de vue non plus que toutes ces clauses peuvent être également examinées par le juge à l'occasion d'un contentieux et qu'il n'est pas question de mettre des clauses abusives qui seront dégommées par le juge à première demande. Donc voilà, tout ça c'est de l'équilibre dans les contrats. Et voilà à peu près ce que je sais modestement faire en matière de droit d'informatique, donc c'est assez varié. Ça va de la vente, les contrats de vente de matériel informatique à maintenance, au contrat d'infogérance, accompagner les conventions de services, au contrat touchant les licences et développement de logiciels, en mode SaaS, voilà. Tout ce que vous connaissez parfaitement bien et que j'essaye de comprendre au fur et à mesure des missions qui me sont confiées, et voilà, mais c'est passionnant. Donc voilà ce que je fais, et aujourd'hui c'est voilà, de vous sensibiliser sur la responsabilité des dirigeants. Quelle responsabilité par rapport à la sécurité informatique, parce qu'aujourd'hui on constate juridiquement, judiciairement que c'est une responsabilité croissante qui pèse sur les chefs d'entreprise, et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec Clément aujourd'hui. Voilà. À toi. Moi, c'est Clément Michel. Comme je le disais, je suis consultant en sécurité informatique. Je suis dans l'esprit un peu start-up dont on parle depuis quelques années, et puis il y a encore, je pense, de belles années devant lui. Donc moi, je suis cofondateur de SINAC, cofondateur de SINSPARK aussi, et président et cofondateur aussi de Secure Day. C'est un petit événement sympathique, je vous en parlerai en off après, sur les actus. Donc voilà. Très rapidement, qu'est-ce que je fais au quotidien chez SINAC, enfin qu'est-ce qu'on fait chez SINAC en fait au quotidien? On est des consultants en sécurité, on est un cabinet de consultants indépendants. Alors pourquoi indépendant? C'est parce qu'en fait on ne dépend pas d'un constructeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour revendre du pare-feu Cisco, Juniper, Brocade. On n'est pas là pour revendre du pare-feu à tout va en fait, on ne redistribue pas de licence antivirus, ça c'est pas notre truc, parce que déjà ça ne nous passionne pas. Non, nous ce qui nous intéresse justement c'est être très opérationnel sur le terrain avec nos clients. On travaille aussi bien avec des petites structures, on est basé à Seminopolis, donc on travaille aussi bien avec des startups comme Creative Data, StudioNet, 42 Store, enfin c'est des gens avec qui on travaille, mais on va aussi travailler avec des collectivités, on travaille notamment avec la CCI, parce que la sécurité il y en a partout, même quand on est petit. Donc voilà, nous on est vraiment sur le terrain, sur ces aspects-là.
Notre mission, rapidement, c'est vraiment protéger, sensibiliser, accompagner. Donc quand on parle de protection, on est sur de l'audit de sécurité. Alors on peut auditer à peu près tout et n'importe quoi, d'un petit site internet en pré-prod à un gros site e-commerce qui génère 100 000 € de cash journalier. On peut aussi de l'audit sur les employés, donc du social engineering, de l'audit sur de l'électronique, on fait vraiment beaucoup de choses. L'aspect sensibilisation, c'est toute la partie formation. On forme les techniciens, mais on forme aussi les chefs de projet sur du risque opérationnel, et puis aussi les collaborateurs, puisqu'on les sensibilise et on les initie un petit peu aux enjeux de la sécurité informatique. Puis l'accompagnement, c'est de la prestation et du consulting, donc du projet sur mesure. On peut intervenir aussi en amont des projets, pendant les projets, après les projets. Vraiment, par contre, vraiment avec un esprit d'accompagnement. Voilà un petit peu ce qu'on fait chez SINAC. Puis je parle aussi un petit peu de ça, je fais un petit peu de pub pour SINSPA, pardon. Les noms sont trop proches en fait. Je dis pas ça parce que c'est moi qui trouve le nom. SINSPA, c'est quoi? C'est une plateforme de sécurité next-gen. Alors qu'est-ce qu'on entend par next-gen? En fait, l'idée c'est de fournir une plateforme full stack. Alors qu'est-ce que c'est que full stack? De bout en bout. En fait, il y a un tuyau et puis il y a un tuyau de sortie. En gros, et entre les deux, on fait beaucoup de traitements avec du big data, avec du machine learning, des intelligences artificielles. Le but, en fait, c'est de donner du sens aux données des entreprises. Donc, on récupère des données pas traitées, des données de sécurité. Et puis, le but, c'est de fournir des tableaux de bord avec les attaques, sur quel système, à quelle heure, par qui, comment, quoi, et surtout de structurer ça dans le temps, puisque, par exemple, on fait une rétention des informations de 12 mois. Parce que si on fait que traiter l'information à l'instant T, c'est intéressant, mais il faut quand même aussi prendre de la hauteur et notamment revenir dans le passé pour voir si on est sur une attaque vraiment ciblée, où on a la phase découverte de la cible, où on fait que du scan, de services numériques, ou est-ce qu'on est déjà dans une phase d'attaque, parce qu'avant il y a déjà eu cette phase de reconnaissance. Voilà un petit peu les objectifs de la plateforme. On ouvre une bêta en janvier pour les gens intéressés pour tester. On sera ravis de vous proposer tout ça. Voilà un petit peu pour moi et ce que je fais à côté de NetSecureNet. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la sécurité informatique, un enjeu de taille. J'en ai déjà un petit peu parlé ce matin sur l'ouverture. Je vais y revenir. La sécurité informatique, c'est des aspects techniques, mais c'est aussi des aspects stratégiques et organisationnels. Aspect technique, on a souvent et même longtemps parlé du CIA en anglais, Confidentiality, Integrity et Availability. Alors je vous l'ai mis en anglais parce qu'en français ça fait DIC, disponibilité, intégrité et confidentialité, donc c'est un petit peu, ça prête un peu à confusion. Récemment on a rajouté aussi le P de proof, donc la preuve en fait, le fait de ne pas pouvoir dire, enfin de prouver en fait que c'est bien telle et telle personne qui a fait telle et telle action. Je pense que au niveau juridique ça intéresse forcément tous les avocats, les juges, tous les experts judiciaires. Ça c'est la proof, c'est vraiment quelque chose qui arrive depuis 2-3 ans. C'est vraiment un nouveau cheval de bataille aussi sur les aspects techniques. Et il y a aussi l'aspect stratégique en sécurité. Il ne faut pas réfléchir que antivirus par feu. C'est pas que ça. L'aspect stratégique, c'est protéger ses actifs au niveau de l'entreprise. Il faut rester compétitif et donc la sécurité, et là je fais écho un peu à ce que disait Florence Lenoux de la CCI ce matin sur l'intelligence économique, parce que quand on a un brevet, le brevet il est un tant soit peu confidentiel, il y a des aspects qui vont être légaux et publics, mais il y a des aspects qu'il va falloir protéger, et donc à un moment donné il va peut-être falloir aussi se protéger, parce qu'on dit que tout le monde utilise l'informatique, donc on est tous plus ou moins concernés par ces aspects-là. Et puis au-delà de ça, c'est éviter les pertes financières aussi, la sécurité. C'est aussi une stratégie adoptée pour sa société. Je vous ai mis ce petit camembert à côté. C'est un peu le paradigme des 90-10. Il faut savoir que 10% de la sécurité, c'est des aspects purement techniques. 90% en fait, c'est des aspects essentiellement liés à l'humain et à l'organisationnel. Donc oui, aujourd'hui, sur cette conférence-là, je ne vais pas vous parler de technique à tout va. On va plutôt réfléchir à justement comment on structure tout ça, et notamment avec les aspects juridiques. Voilà un petit peu, c'est pour brosser un peu l'idée du paradigme 90-10 qu'on ressent souvent nos clients. Et c'est vrai que quand nous on en parle avec nos clients, si on demande le pourcentage, vous pensez que c'est quoi? C'est du 50-50, 60-40? Les gens sont très très loin en fait de penser ça, parce que avec ce qui se passe dans l'actualité, avec les journaux, avec la façon dont on parle des piratages des sociétés un peu médiatisées, on a l'impression que la sécurité c'est vraiment très très technique. Mais souvent, en fait, c'est des failles humaines,
Donc soit l'utilisateur final directement, mais ça peut être aussi une faille sur une procédure, sur une méthode d'organisation qui manque dans la structure. Voilà un petit peu de quoi on va parler. Comment ça du coup, oui, on va simplement introduire le sujet au travers de jurisprudences qui ont un peu marqué l'actualité ces derniers mois, ces dernières années. Trois cas simplement. Le cas de la société Orange qui avait préalablement subi une attaque en 2011 et de nouveau, nouvelle attaque en avril 2014, vol massif de données. Et là, que fait-elle? Elle informe la CNIL, donc la CNIL qui est un organisme très avisé en matière de données. Elle annonce à la CNIL qu'elle a subi un vol massif de données personnelles et la punition de la CNIL, puisque la CNIL fait un avertissement public sur Orange, et là vous vous doutez des impacts que ça a pour une telle entreprise. Déjà en 2011, elle avait subi une dépréciation de la valorisation de ses actions en bourse. Donc c'est une perte d'image, c'est une perte de réputation, et c'est catastrophique pour une entreprise comme celle-ci. Et bien évidemment, la sécurité informatique contribue à protéger l'entreprise par rapport à ça. On a parlé des brevets. C'est évidemment l'atteinte à l'image et à la réputation qui était visée au travers de ce vol massif de données. Donc ça fait partie, ce cas-là, des cas qui ont été remarqués dans la presse. Il y a également Sony, vous avez dû entendre parler de l'affaire Sony en novembre 2014, qui a été victime d'une attaque sur ses systèmes d'information. Donc là, on parlait quand même de vol de fichiers qui concernait 47 000 personnes, donc c'est pas anodin du tout. Il y avait 33 000 documents confidentiels avec des films. Vous avez dû bien sûr tous entendre parler de ces films qui ont failli sortir avant le coup d'envoi officiel. Donc ça a été évidemment très très pénalisant pour la société Sony qui, elle aussi, du fait de ce piratage, a vu chuter son cours de bourse. Donc là encore, c'est catastrophique pour des sociétés qui ont piraté comme ça. Et puis enfin, l'affaire Bluetooth. Alors Bluetooth, c'est cofondateur du site reflet.info, qui est également un spécialiste de la sécurité informatique et qui, lui, à l'occasion d'une enquête sur le régime syrien, découvre un certain nombre de documents confidentiels qui étaient diffusés sur l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Et en fait, il utilise une partie de ces données-là pour écrire un article. Alors, il n'utilise pas l'extenso ce qu'il a effectivement récupéré, mais bien sûr, il se fait attraper. Et là, ça ne va pas du tout pour lui, puisqu'il fait l'objet du coup d'une poursuite pénale, et pas des moindres, puisque s'agissant de cette infraction, on parle quand même de 300 000 € d'amende, de 750 000 € d'amende, pardon, et 3 ans de prison. Donc à ce moment-là, l'agence poursuit le journaliste s'agissant de ce détournement et ce vol de données. Il est jugé par le tribunal correctionnel de Créteil, qui estime qu'en réalité, le tribunal vient minorer la responsabilité du journaliste en faisant peser sur l'agence une responsabilité particulière, on détaillera plus loin, mais l'agence voit sa responsabilité engagée parce qu'elle n'a pas été en mesure finalement de sécuriser pleinement ces données, et que dans la mesure où son activité comportait traitement de données personnelles, elle se devait, c'est quasiment une obligation de résultat qui pèse sur elle se devait de sécuriser. Donc on vient minorer l'infraction commise par Bluetooth au travers des manquements de la négligence de l'agence. Alors pour autant, ça n'en restera pas loin, puisque la Cour d'appel de Paris, qui vient derrière le tribunal correctionnel, rejugera donc pour ces faits-là Bluetooth, et il écopera finalement 3 000 € d'amende, ce qui est ridicule quand on y pense par rapport à la perte d'image, par rapport au préjudice quand même subi par l'agence. Mais voilà, donc on voulait vous parler de ces cas pratiques-là. Alors comme l'a dit Clément, c'est assez trompeur parce que chaque jour finalement vous lisez, vous regardez les informations et sur le net et partout on vous parle de cyberattaques, et on nous donne l'impression finalement que ce ne sont que les grands groupes, que les grandes entreprises, que les grandes filiales qui sont cotées en bourse qui sont touchées par les failles, par les cyberattaques, mais bien évidemment non. Et l'objet aujourd'hui ici, c'est de vous sensibiliser sur la responsabilité d'un chef d'entreprise. On va détailler tout ça après, et sur les mesures à mettre en place. Et à défaut, le chef d'entreprise voit sa responsabilité en budget. Oui. Pour le cas de Bluetooth, il a trouvé ça par une recherche Google.
Alors là, techniquement... C'est vous la trouver, en fait, tout simplement. Ah oui, d'accord, c'est une précision que vous apportez. Les documents étaient mal protégés. Merci Google. D'accord, bon, bah, merci Google alors. Donc voilà, alors le cadre, on va peut-être parler maintenant du cadre légal à proprement parler, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre entreprise, ça tourne, vous avez déjà beaucoup de choses à penser, vous êtes presque sous l'eau parce que vous avez votre salarié, vous avez la nouvelle mutuelle à mettre en place au 1er janvier. Et il y a également la sécurité informatique. Alors ça vous paraît très abstrait, parce que déjà votre informaticien, vous ne comprenez absolument rien à ce qu'il vous raconte quand il arrive chez vous, vous lui faites intégralement confiance, c'est vrai. Un peu comme un avocat. Hein. Et là, la question est de savoir quelles sont les obligations qui pèsent sur le chef d'entreprise. Eh bien, il n'y a pas de cadre légal spécifique, il n'y a pas une disposition quelque part dans un code qui dit le chef d'entreprise doit faire ça par rapport à sa sécurité informatique. Néanmoins, la jurisprudence a posé, comme vous le savez, on n'a pas toujours des règles qui sont déterminées au travers des codes, au travers des lois. On a ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions qui viennent nourrir le cadre légal, les décisions des tribunaux, des cours d'appel, de la Cour de cassation. Et elle vient nous rappeler, en piochant dans plusieurs dispositifs, que néanmoins, le chef d'entreprise a des responsabilités en droit social, en droit pénal, en droit civil, et que tout cela vient encadrer des méfaits qui peuvent toucher à la sécurité informatique. Alors, il n'y a pas de cadre légal, mais on parlera tout à l'heure quand même du code pénal, puisque le code pénal a codifié une loi qui s'appelle la loi Goffrin, qui a donc spécifiquement encadré des infractions pénales dont on parlera tout à l'heure. Je vous en dirai deux mots, ça fait un peu froid dans le dos quand on sait à quoi s'expose un salarié ou un chef d'entreprise, ou d'ailleurs un kidam qui s'amuse à faire n'importe quoi et à violer des données qui ne sont pas les siennes. On en parlera plus tard, mais vous verrez que les sanctions pénales sont assez élevées. Alors, un cas particulier néanmoins, dans le cadre, concernant le cadre légal mis à la charge des chefs d'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui a une activité de traitement de données nominatives. Lui, il a une activité dite sensible qui a été encadrée par la loi informatique de 1978 et très clairement pèse sur lui une obligation de résultat. Alors je ne sais pas si vous distinguez bien l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. L'obligation de moyens, bien évidemment, ce n'est pas une obligation pleine et entière, c'est-à-dire que vous pouvez démontrer que l'autre a réalisé une faute et de facto la présomption de faute ne pèse pas sur vous, alors que l'obligation de résultat, de facto vous êtes responsable et c'est à vous de prouver que vous avez fait le nécessaire pour ne pas avoir à assumer cette responsabilité. Je ne sais pas si je suis très claire, mais donc voilà. Alors s'agissant du traitement de données, eh bien, on considère que le principe, c'est que les données personnelles ne doivent pas être transmises à des tiers non autorisés. Ça, celui qui exerce cette activité-là doit s'inquiéter de cela. Et la deuxième chose, c'est que le responsable doit mettre en œuvre toutes les précautions utiles. C'est la loi qui le dit. C'est assez vaste, parce que les précautions utiles, c'est quand même le champ est extrêmement... D'un point de vue purement technique, toutes les précautions utiles, ça veut tout et rien dire. Tout et rien dire, d'accord. Donc les avocats se feront évidemment une joie d'interpréter cette loi pour dire que leurs clients ont évidemment tout fait. Donc voilà, alors la sanction, c'est le code pénal qui nous le dit, l'article 226-17, c'est quand même 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc voilà, si vous voulez jouer, vous pouvez perdre gros. C'est vous qui voyez. Une petite jurisprudence du tribunal de grande instance de Versailles qui est assez récente, qui a condamné un directeur des ressources humaines pour avoir constitué un fichier de gestion de son personnel, du personnel de l'entreprise, et dont une partie avait été transmise à la presse. Et donc là, on a considéré que les moyens qui avaient été mis en œuvre dans la sécurité des traitements de données n'avaient pas été pleine et entière, et donc la responsabilité de cet individu est retenue sur cette base-là. Voilà. Alors après, on va parler des risques. Quel est le risque effectivement pour le chef d'entreprise? Alors il est de deux natures. Le chef d'entreprise, il a d'abord une responsabilité civile et il a également une responsabilité pénale. La responsabilité civile, elle peut être de son fait personnel, lorsque il commet une faute, c'est-à-dire un acte volontaire, ça c'est le code civil, c'est l'article 1382 qui suit ce régime-là. Et puis il y a également une faute pour négligence ou imprudence qui est régie par l'article 1383 du Code civil, c'est-à-dire un acte non volontaire
Et bien souvent, on voit que la jurisprudence, enfin les tribunaux, vont engager la responsabilité des chefs d'entreprise davantage sur la négligence ou l'abstention d'avoir mis les moyens nécessaires pour concourir à sécuriser leur système informatique, bien plus que pour la faute en fait. Parce que il est vrai que le chef d'entreprise, il ne commet pas un acte volontaire qui va nuire à son entreprise directement. Il va faire plus une omission, il va plus avoir des manquements parce que soit ça sera sciemment, mais soit sinon il n'aura pas mis les moyens dedans ou il ne connaissait pas les systèmes à mettre en place. Mais la responsabilité civile de l'entreprise, elle est croissante à l'égard du chef d'entreprise. La responsabilité civile, elle est croissante tout simplement parce qu'il faut un payeur et en France, on aime bien trouver des payeurs. Et le payeur, lorsqu'il y a une tierce victime, on s'adresse tout de suite à l'auteur de la faute. Et entre le chef d'entreprise et le salarié, on va y venir après, évidemment le chef d'entreprise a une solvabilité un petit peu plus intéressante que le salarié, donc on va d'abord taper sur la tête du chef d'entreprise et éventuellement, si la faute vient du salarié, qu'elle est détachable de ses fonctions, on ira chercher la responsabilité du salarié à proprement parler. Donc le chef d'entreprise, il a cette responsabilité de par son fait personnel, mais également de par les actions qui sont faites par ses salariés, parce que on ne peut pas laisser faire un salarié dans son entreprise et s'en laver les mains. Alors concrètement, c'est quoi? C'est ne pas mettre en place une politique de sécurité informatique, autoriser ou laisser faire, ou être négligent, ou être non-voyant par rapport à certaines pratiques effectuées par les salariés. C'est le cas de la consultation des sites illégaux, c'est ce genre de choses principalement qui est visé, qu'on retrouve dans la jurisprudence. Et donc là, évidemment, l'entreprise, le chef d'entreprise qui n'aura pas pris soin de mettre en place une bonne sécurité informatique au travers d'une charte, on en parlera tout à l'heure, et qui aura laissé ses salariés faire, eh bien, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, c'est lui qui assumera cette responsabilité-là. Alors bien évidemment, le salarié, lui, il aura une autre action, hein, il doit peut-être faire un beau prud'homme derrière, mais ça sera le droit social qui s'en occupera. Mais le chef d'entreprise est responsable par rapport à ça. Voilà pour la responsabilité civile. Ce qu'il faut retenir en matière de responsabilité civile, c'est que, encore une fois, il y a vraiment un accroissement de la jurisprudence sur la responsabilité civile des chefs d'entreprise. C'est une vraie volonté du gouvernement et du pouvoir exécutif, et donc qui va aussi vers le pouvoir judiciaire. Véritablement, la responsabilité du chef d'entreprise est accrue et va faire que croître dans les années, à mon avis, qui vont venir. Donc il faut en prendre soin. Voilà, donc une autre responsabilité, on va quitter la responsabilité civile pour venir à la responsabilité pénale. Alors qu'est-ce que c'est que la responsabilité pénale? Un bien grand mot. Et bien la responsabilité pénale, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la loi Geoffrin qui a été codifiée dans le code pénal et qui a prévu tout un type d'infraction sur les atteintes au système de traitement automatisé des données. Donc il y a un certain nombre d'articles, je vous invite à lire si vous êtes curieux de l'article 323-1 et suivant du code pénal. Donc vous verrez tout ce qui est codifié en termes d'infraction et toutes les sanctions qui vont avec. Alors je vais, pour exemple, on va vous parler de l'article 323-3 qui dit que le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de définir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement des données qu'il contient est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Et quand on parle d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, là, grimpe encore, c'est 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. Ça, c'est simplement un exemple, mais pour vous dire que l'échelle des peines, ça va de 2 à 10 ans de prison, et au niveau des amendes, c'est de 60 000 à 300 000 € d'amende. Donc c'est important pour les chefs d'entreprise qui sont ici, c'est important aussi pour les salariés qui peut-être n'ont pas bien conscience de certains actes qu'ils peuvent être amenés à commettre en dehors de leur fonction, mais pour autant dans le cadre de l'entreprise, avec le PC de l'entreprise, au sein de l'entreprise, et qui les expose à des choses relativement graves. Donc voilà ce que c'est que la responsabilité pénale. Un principe tout de même, c'est que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Pourquoi cette phrase-là? C'est pas moi qui le dis, c'est le code pénal, c'est que l'infraction pénale, elle est personnelle.
Donc, en réalité, la responsabilité pénale du chef d'entreprise, en pratique, finalement, elle est assez minime. Parce que, sauf si on tombe sur un psychopathe et qui va lui-même consulter des sites pédophiles dans son entreprise, bon, voilà, c'est sa responsabilité pénale, mais je dirais que c'est pas en tant que chef d'entreprise, c'est en tant que personne, lui, voilà. Néanmoins, sa responsabilité pourra être engagée par le biais de la complicité, parce qu'on peut imaginer, et la jurisprudence va en ce sens-là, que le chef d'entreprise, qui, encore une fois, n'a pas mis en place les moyens suffisants pour sécuriser son système d'information, aura permis à ses salariés un certain nombre de choses, et donc on va pouvoir considérer qu'il peut être complice de ces actes-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, il faut un certain nombre de conditions pour rentrer dans cette complicité, pour qu'il y ait véritablement sanction, mais voilà. Pour finir sur ce volet responsabilité civile et pénale, retenez une chose, le risque pénal pour un chef d'entreprise est quand même assez minime. Par contre, le risque de responsabilité civile est véritablement important et croissant, et il y a une vraie volonté de la jurisprudence d'aller dans ce sens-là, parce qu'encore une fois, il faut un payeur. Voilà pour le volet responsabilité. Peut-être que je peux dire un mot sur la responsabilité des salariés, du coup. On va peut-être changer de slide. Donc là encore, responsabilité civile et pénale. Hein. Vous êtes responsable d'une faute commise ou d'une négligence, responsabilité pénale, on vient de la voir. Mais on voulait également parler des cas des délégations des DSI, parce que si vous êtes un petit peu vicieux, mais vous avez des DSI, des responsables des services informatiques, et donc ils sont là a priori pour faire leur job. Et leur job, c'est de sécuriser en partie le système de votre entreprise. Et vous leur faites une belle délégation. Alors je dis belle délégation parce qu'une délégation, si elle ne correspond pas, enfin si elle ne répond pas à un certain nombre de conditions, elle peut être mise à mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait précisément, je vous ai dit voilà, des petits exemples, il faut qu'elle soit établie par une personne disposant de pouvoir de légitimité, il faut qu'elle soit expresse, limitée, précise. C'est pas un bout de papier, chef d'entreprise, qui dit truc muche, maintenant tu es en charge de tout ça et moi je me lave les mains de toute ma responsabilité sur tout ce qui peut se passer au niveau de sécurité informatique de l'entreprise. Non, il y a une délégation qui doit être strictement encadrée et évidemment si elle est bien mise en place, le DSI, le responsable informatique, eh bien lui est la première personne qui va sauter en cas de défaillance, et donc il y a des jurisprudences en la matière sur des DSI qui ont été à l'origine des failles de sécurité et qui soit l'ont fait sciemment, et dans ce cas-là on rentre dans une responsabilité pénale, soit l'ont pas fait sciemment et on rentre dans le cadre de la responsabilité civile du fait des préposés qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, est-ce que c'est clair? C'est pas si cool le DSI. Non, attention avant de signer, d'accepter la délégation. C'est un piège. Donc là, oui, après les... Voilà, je pense que vous avez une bonne tartine juridique là. Vous n'avez pas de questions par rapport à ça? Si, oui. Si, moi j'en ai. Je vous en prie. Imaginons que l'entreprise, par rapport à laquelle un employé sur un réseau social chope un malware, une attaque non ciblée, je dirais, et que ce malware amène à la perte de données. Qui est responsable? L'employé, l'employeur? Alors, il y a une notion du salarié de la faute détachable de ses fonctions. Si on prouve qu'il n'a pas respecté la charte informatique qui avait été mise en place au sein de l'entreprise. Et que donc, s'il n'a pas lieu. S'il n'y en a pas? Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas. Non, je dirais que si c'est pas sciemment et si c'est pas à l'occasion d'une consultation d'un site illégal ou qui le mettrait en délicatesse par rapport à son employeur et surtout ce pourquoi il est payé, l'objet de son contrat de travail, je dirais que c'est l'entreprise elle-même qui est responsable de ça. S'il le fait par exemple une consommation de Facebook personnelle par exemple. Ah bah, s'il le fait et que c'est prouvé, parce qu'on parlait de preuve tout à l'heure, encore faut-il ramener la preuve que véritablement cette défaillance et cette faille de sécurité a été amenée par une utilisation personnelle, ça pourrait le mettre en délicatesse, mais encore faut-il que ça soit... c'est très compliqué, si vous voulez, dans un contrat de travail, vous allez pouvoir autoriser, avoir des horaires spécifiques, vous allez pouvoir... avoir une liste de sites qu'on peut consulter, voilà, pas consulter. Une liste blanche, enfin...
tout peut exister. S'il n'y a rien, et qu'il n'y a aucun horaire et qu'il a accès au système informatique, à Internet tout le temps, je dirais qu'il va falloir que l'entreprise soit en mesure de trouver, parce que c'est ça en fait la responsabilité, il va falloir bien qu'on puisse prouver que c'est lui, que ça vient de son PC, que c'est lui de telle utilisation à telle heure. Est-ce que pour autant on justifierait un licenciement uniquement sur quelque chose comme ça? Je ne suis pas avocat en droit du travail, mais non. Mais au regard du tiers, pour moi, qui aura subi le préjudice et donc la perte de données, c'est l'entreprise qui sera responsable. Est-ce que cette entreprise est donc responsable du fait qu'il n'a pas mis en place les moyens de protéger son activité? Alors, le problème de la perte de données, parce qu'on parle de ça, c'est que bien souvent, chez les prestataires informatiques qui signent une assurance responsabilité civile, la perte de données est exclue des polices. Et bien souvent, il faut demander, oui, les assureurs sont les petits malins, c'est que moi je le vois régulièrement lorsque je procède à la rédaction de conditions générales de vente, je sollicite toujours la police d'assurance pour savoir si c'est compris. Et si ça ne l'est pas, je mets une belle clause d'exclusion de responsabilité sur les données. Alors évidemment, si la donnée et la sécurité de la donnée, parce que je suis prestataire et je dois mettre en place la sécurité informatique, etc., si c'est mon objet, l'objet de la prestation, si je fais une exclusion de responsabilité par rapport à ça, elle ne sera pas valable, elle sera contestée devant le juge. Mais il faut faire attention à ça, et bien souvent en tant que prestataire, on n'est pas très sensible à cette chose-là, et il faut y faire énormément attention. Alors ce que vous dites est intéressant parce que on a le cas d'une jurisprudence dont on a parlé, où un tiers, qui avait donc un prestataire informatique qui s'occupait de la sécurité informatique, des antivirus, etc., se voit résilier son contrat unilatéralement parce que le client estime que, à l'occasion d'un agissement d'un de ses salariés, en réalité il y a eu une faille et donc il y a eu un virus et qu'il en déduit que son prestataire n'a pas fait son boulot, donc il veut résilier le contrat. Le tribunal est saisi, le tribunal vient dire attention, vous, chef d'entreprise, vous n'avez pas mis en place une politique de sécurité qui aurait permis à vos salariés d'éviter, ou du moins d'être informés sur les limites de leur champ d'activité, voilà, et peut-être que vous ne seriez pas aujourd'hui, vous n'auriez pas eu à subir ça. Donc la responsabilité du chef d'entreprise est retenue. Et en l'occurrence, le prestataire, la résiliation a été rejetée et donc il y a eu des dommages et intérêts versés au prestataire qui s'en est quand même bien sorti parce que toute la faute est revenue au chef d'entreprise. Ce qui veut dire qu'il faut absolument sensibiliser chaque entreprise à ces Ah oui, bien sûr. Et il faut, et c'est l'objet aujourd'hui de notre atelier, l'idée c'est de mettre en place des chartes, de mettre en place... C'est ça que je voulais rebondir en fait. Tout à fait, merci. On est bien dans le sujet. Non, ça va être ok. Donc après, les solutions juridiques, les solutions techniques qui peuvent être mises en place. Et encore, Non mais c'est vrai que c'est pas facile à se demander parce que quand on est chef d'entreprise, même quand on est chef de service ou quand on est chef de projet, on a tous nos petits trucs au quotidien et en fait on regarde devant mais on regarde pas ce qu'il y a sur les côtés. Et du coup, en fait, on passe à côté de pas mal de choses, et c'est vrai que, avant de te rencontrer et que tu me parles un peu de tout ça, je n'imaginais pas en fait ce niveau de, ce poids en fait qui pèse sur les chefs d'entreprise. Et effectivement, c'est pas facile. Du coup, je vais essayer de rebondir un petit peu sur, ok, on a évoqué ces choses-là, donc maintenant justement, comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre opérationnellement avec un petit peu plus de technique? Il y a une question avant. En fait, quand on travaille dans une entreprise, on n'a pas accès aux obligations des entreprises. C'est très compliqué de se trouver dans tous les codes, les machins. Il faut un bon avocat. En français. Oui, non mais c'est ça. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Très compliqué. Aujourd'hui, d'être chef d'entreprise, c'est extrêmement délicat et on n'est pas uniquement en sécurité informatique. On le voit, être chef d'entreprise, c'est du droit du travail au quotidien, c'est la santé, c'est. On dépose des papiers. Ah, ouais. D'accord. Après, on essaie de mettre le siège aussi, parce que il n'y a pas que des problèmes de sécurité informatique, notamment quand on procède à des dépôts de marques pour des entreprises, on leur dit attention, vous allez recevoir tout un tas de papiers
qui vont vous sembler légaux, étatiques et qui ne le sont pas. Donc c'est vrai que le chef d'entreprise aujourd'hui, il est quand même attaqué de toutes parts. On fait peser sur lui beaucoup d'obligations. Et aujourd'hui, il est vrai que des chefs d'entreprise, alors c'est courageux, mais si on n'est pas conseillé, on prend un risque monumental. Et il faut être bien conseillé, être conseillé par des gens spécialisés aussi, parce que vous, en matière informatique, vous êtes spécialisé dans des domaines, et bien nous, dans notre domaine, c'est pareil, on est extrêmement spécialisé et on va être bon dans tout, donc c'est pas évident. Ce qu'il faut retenir, et ça va avec votre métier aussi chez SINAC, c'est qu'il faut travailler en amont, vraiment en amont, et ne pas attendre d'être sous l'eau, ne pas attendre d'être victime d'une faille informatique, nous, en fait, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, avec notre métier, ce serait qu'on arrête de nous appeler quand il y a un piratage. Il faudrait qu'on nous appelle avant. Parce qu'on intervient en mode pompier. Donc des fois, il y a des réussites, des fois, il est trop tard. On a eu le cas d'un client qui soupçonnait un de ses salariés d'avoir fait un dump de mails et puis de certaines données internes de la société avant de partir. Ça a eu lieu au mois d'août. Voilà, il est venu nous voir cette semaine. Il a dit voilà, est-ce que tu peux retrouver les données sur le disque dur qui prouveraient que voilà, qu'il y a eu ça? Ben, on lui dit peut-être. On est venu voir les dernières traces qu'on avait datées il y a 3-4 semaines. Personne n'avait pas plus d'un mois en fait, de rétention d'informations. Donc on lui a dit bah là c'est foutu, on n'est pas magicien à un moment donné. C'est aussi ça que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. On ne peut pas tout faire avec la technique. Hein. On ne peut pas non plus remonter. Dans les films, oui, hein, le mec il passe par 46 routeurs avant d'attaquer le Pentagone en 5 minutes, top chrono, montre en main, et puis encore avec 2 doigts parce que c'est trop facile d'écrire avec ses 10 doigts. Non, ça ne se passe pas comme ça en vrai. Et puis à un moment donné, si on nous appelle 6 mois après quelque chose, nous, on va vous dire, vous êtes gentils, vous nous auriez appelé le lendemain d'information de la compromission, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Alors je vais vous montrer mon super iceberg, parce que moi, pour être sur le terrain tous les jours, rencontrer à la fois des chefs d'entreprise, des DSI, des fois je suis dans des situations où le DSI, c'est le chef d'entreprise, parce que la structure est petite et donc il n'y a pas les équipes. Il y a ce que les gens voient, et puis il y a ce que les gens ne voient pas. Et les gens, ce qu'ils voient sur la sécurité informatique de façon globale, alors déjà l'aspect juridique, de toute façon, si on se fait attaquer, c'est à cause du hacker, c'est lui qui est méchant, on est pas comme tu l'as expliqué, si on ne fait rien pour se protéger, on peut quand même être un petit peu embêté. Ce que voient les gens, globalement, c'est les hackers, ça marche bien, c'est très hollywoodien comme terme en plus. Ce qu'ils voient aussi, c'est l'aspect argent, l'informatique, enfin la sécurité, pardon, c'est d'investissement. Il n'y a pas de retour sur investissement, c'est un peu chiant. Alors on parle aussi des piratages médiatiques, hein, Orange, Sony, les gros, bah oui parce que forcément BFM TV, ils ne vont pas faire leur ouverture du 20h, ils ont des parts de marché à assurer contre ITV. À un moment donné, ils ne vont pas parler de la PME du coin en Normandie qui s'est fait pirater, qui a perdu 20 000 € dans l'histoire. Ah oui, là, ça fait moins gros titre que Sony qui se fait pirater, et puis alors là, on est sur des millions sur la dévalorisation au niveau de la bourse, mais pourtant les petites sociétés sont aussi attaquées. C'est même plus simple en fait d'attaquer les petites sociétés parce que justement il n'y a pas le cash, il n'y a pas autant d'argent pour se protéger. Et donc les gens malheureusement ne sont pas concernés. Et pourtant quand on regarde derrière la sécurité, il y a le vol de propriété industrielle, atteinte à la réputation, perte financière directe, alors on vole de l'argent, on nous externe de l'argent. Il y a le vol d'infos personnelles, la perte de disponibilité. Le gars qui a un site e-commerce, c'est la veille des soldes, il se fait pirater, pendant 4 jours son site ne fonctionne pas. Je peux vous dire que le gars, niveau perte financière, il est pas mal. Il perd de crédibilité aussi, parce que est-ce que les gens vont réacheter sur son site? Les 3 Suisses se font pirater demain la veille des soldes. Ok, il y a la base de données des clients et les cartes bleues qui sortent. Est-ce que je vais réacheter sur les 3 Suisses? Pas trop. Donc là, c'est directement l'atteinte à la réputation. Et ça, c'est plein de pertes financières indirectes que les gens ne voient pas. Parce qu'on est sur le haut de l'iceberg, parce qu'on nous parle tous les jours, voilà, les hackers, la sécu, ça coûte cher, c'est chiant, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est un peu toutes ces problématiques. Ah oui, se protéger, quelle solution? Oui, c'est du cliché. Hein. Merci nos amis les reportages TV. J'adore regarder les reportages TV parce que quand je vois les terminaux, des fois on voit des trucs magnifiques. En fait, des fois le mec a juste mis un site internet, il a juste mis le code en fait du site internet. Donc on voit le gars, il est en train de hacker le Pentagone comme ça. J'adore aussi dans les films, c'est génial. Donc
techniquement, il y a plein de solutions parce qu'en fait, il y a plein de cas de figure. Donc, techniquement, je ne peux pas vous donner de solutions et de recettes miracles. C'est impossible. C'est impossible parce que nous, chez nos clients, il n'y en a pas un seul qui se ressemble. D'accord? Donc, il y a plein de choses. Alors, faites juste gaffe aux antivirus, petit mémo sur les antivirus. C'est un peu de la poudre aux yeux hein, en 2015, 2016, etc. C'est un peu comme l'effet Clochette. C'est un truc complètement ubuesque. Ça ne sert plus à rien parce que les nouveaux virus informatiques, ils passent complètement outre. Alors certes, les virus des années 90 seront bloqués par Avast, Kaspersky et Norton. C'est bon. Mais concrètement, arrêtez de penser qu'un pare-feu d'antivirus, c'est bon, on est safe dans la société. Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, 90% de la sécurité informatique, c'est de l'humain, de l'organisationnel, procédural. Ah ouais, c'est beaucoup moins fun que dans les films où on voit le mec avec une capuche, je sais pas pourquoi, c'est manie de mettre des capuches, ouais. Surtout à l'intérieur, ça sert à rien. Et donc nous, on propose une méthode, alors c'est pas nous qui avons créé la méthode, c'est l'ANSSI qui propose cette méthode, c'est de définir la maturité en fait de notre société. La maturité vis-à-vis de l'informatique de façon globale, pas que de la sécurité. Plus on va être attaché, quand je dis attaché, c'est pas l'aspect émotif, mais l'aspect, si on n'a pas l'informatique, on ne peut pas travailler, plus on va être attaché à notre système informatique, plus on va être vulnérable en cas d'attaque, en cas de panne et autres. Et donc cette méthode-là, l'idée c'est vraiment de mieux se connaître en fait pour pouvoir mieux se protéger. Parce que oui, les gros qui sont au CAC 40, qui sont à la bourse, ils ont plein d'argent, donc ils ont une équipe sécu, et pourtant ils sont piratés, hein, je vous rassure, Orange, ils ont des ingénieurs sécu, hein, ils n'ont pas les plus mauvais. Pourtant ils sont à voir. Parce que la surface d'attaque elle est énorme. La petite PME du coin c'est pareil, la surface d'attaque est peut-être plus petite, bien entendu, on met ça dans le contexte, mais cependant, elle a quand même besoin de se protéger. Mais elle n'a peut-être pas non plus besoin d'avoir le même niveau de protection que la DGSI française par exemple. Hein. Il va falloir rester aussi un petit peu cohérent. Donc cette méthode-là, l'idée c'est d'arriver à ça. On va réfléchir. Ah oui, alors ça fait un peu lourd comme ça, je sais. C'est un peu plus fun quand on le fait en live avec les clients. Alors, mais l'idée en fait, c'est des éléments sur lesquels on va réfléchir. Voilà. Quelle est notre adhérence au SI? Jusqu'où on est lié en fait à notre système informatique? Quels sont les niveaux des impacts internes? Est-ce qu'on a plein de choses en interne qui risquent d'être attaquées, qui risquent de ne plus fonctionner? La même question vis-à-vis de nos sources externes, de notre système externe. Alors, le système externe, ça peut être le site internet institutionnel de la société, comme le site e-commerce. Et donc là, on a le niveau de conséquences potentielles, et on fait un petit peu tout ce travail-là. Alors en fait, le but à chaque fois, c'est de donner un score. Pour donner un exemple, au niveau des impacts internes, c'est cette question-là qu'il faut se poser, c'est quelles sont les conséquences internes, perturbation du fonctionnement, impact financier, impact juridique, d'un sinistre. Alors pareil, quand on dit sinistre, on est assez large. Ça peut être une machine qui crame, en fait on n'a pas de machine pour la remplacer, donc on a un système qui ne fonctionne plus ou en dégradé, comme ça peut être un piratage avec vol de données, un truc très à l'américaine. Donc un sinistre qui touche la sécurité de votre système d'information, voilà, on dit déjà pareil. Donc l'idée c'est de dire, ok, les conséquences internes, elles sont négligeables parce que l'informatique c'est vraiment un bien support qu'on utilise très très rarement. Donc là on va être à 0, alors que si on est sur si notre commercial s'il perd 1 heure le système informatique, c'est tant de chiffre d'affaires qui partent, parce qu'il ne peut pas envoyer ses devis, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Voilà. Et on va faire ça sur chaque élément, et à la fin ça nous fait un super tableau, où on reprend tous les éléments, et en fait en fonction de notre niveau d'impact, notre niveau de dangerosité, on va avoir une somme totale, un petit score, et à cette somme totale, on va définir un niveau. Et donc ce niveau-là, en fonction des scores, on va être sur un niveau auquel on devrait être, en fonction de notre utilisation de l'informatique dans notre entreprise. Et forcément, si on est au niveau 5, voilà, il va falloir qu'on ait des processus continuellement optimisés. Ça veut dire politique de sécurité, ça veut dire procédure en interne, formation des équipes techniques. Tous les 6 mois, on fait des points sur la PSSI, politique de sécurité des systèmes d'information. Retenez bien le mot, je vais le dire pas mal de fois. PSSI, tous les 6 mois, on rebosse dessus, on améliore, on rebosse dessus, on améliore. Alors c'est sûr que par contre, si on est une toute petite TPE et que l'informatique, en fait, on a 2 PC, voilà, puis même si le site internet s'il est indisponible pendant 2 jours, c'est pas grave. En fait, sur une pratique informelle, on va avoir un minimum de choses à faire. Ça, c'est la première étape, c'est le meilleur des mondes. Où est-ce qu'on devrait être? Puis après, on redescend sur Terre, c'est souvent un petit peu dur. Et où est-ce qu'on en est concrètement par rapport à ce qu'on devrait être? Alors,
c'est pas bon, je sais, mais bon, c'est quand même le rendu à la fin. Là, c'est le travail qu'on fait avec des clients. C'est que là, on va aller un petit peu gratter sur la société. On va regarder, est-ce qu'il y a une stratégie de la sécurité informatique dans votre société? Est-ce que vous gérez vos règles de sécurité? Est-ce que vous gérez les risques? Est-ce que vous la supervisez? Est-ce qu'on est capable de concevoir les mesures, de les réaliser et de les exploiter? Alors c'est des grands termes, je sais, mais après quand on est sur le terrain, on resitue tout ça dans le contexte bien entendu. À chaque fois, il va y avoir différentes choses. Par exemple, voilà, certaines pratiques sont formalisées. Donc on a une procédure sur la mise à jour, les mises à jour de sécurité de notre serveur web, par exemple. Ça, c'est une pratique formalisée, par exemple. Et puis donc on a tous ces éléments-là. Et puis en fonction en fait, des éléments qu'on a, on atteint certains niveaux. Pour atteindre un niveau complet, il faut avoir l'ensemble des critères qui sont remplis et opérationnels dans l'entreprise. Là, c'est un exemple. Vous voyez, la société, là, le processus, il est défini, standardisé et formalisé. Donc, il y a de la doc là-dessus, ça a été réfléchi. Les acteurs, ils sont compétents vis-à-vis du processus, qui peut être juste le processus de je mets à jour mon serveur toutes les semaines. Par contre, j'ai perdu. Non, autant pour moi, forcément, il fallait que je monte de ligne. Donc l'organisme soutient le processus, c'est-à-dire que la direction dit oui, c'est très bien de mettre à jour le serveur. Par contre, en fait, on se rend compte que notre personnel en interne n'est pas compétent sur le sujet. Donc on n'est pas au niveau 3, on n'est qu'au niveau 2. En fait, on fait tout ça, ce travail qui est très terre-à-terre. Bien sûr, quand on resitue dans le contexte, c'est beaucoup plus facile à appréhender que ce tableau-là qui est un petit peu imbuvable, je conçois bien. Mais l'idée après, c'est de définir les niveaux, et on arrive à ça. En bleu ciel, c'est le meilleur des mondes, c'est là où on doit être. Puis en bleu plus clair, c'est là où on est réellement. Et donc à certains aspects, on va être, parfois on est à 0, parfois on est à 1, parfois on est à 2. C'est très rare qu'on soit au-dessus du niveau auquel on devrait être. Et donc à partir de ce moment-là, l'objectif c'est de dire, étape 1, ici, on remonte tout le monde au niveau 2. Et donc là, on pose une stratégie. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va devoir faire demain pour améliorer tout ça? Ça, c'est la phase 1. La phase 2, on va remettre tout le monde au niveau souhaité. Voilà. Et ça, en fonction de la société, ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 1 an, en fonction des besoins et des moyens de chacun. Mais c'est pour ça que ça, c'est vraiment une méthode qui va permettre justement de... Je suis petit, je suis gros, je suis moyen en termes de structure, en termes d'importance sur mon système informatique, des données que je gère. Et donc, cette méthode-là permet notamment de se fixer une stratégie au niveau de la sécurité informatique. Et dans cette stratégie, on va parler aussi justement des aspects juridiques. Le lien. Voilà. Très rapidement, donc, le récap juste du coup sur cette méthode-là. L'étape 1, c'est définir le niveau de maturité auquel on devrait être, le niveau de maturité cible. Ensuite, on analyse son niveau de maturité effectif. On doit être là, on est là réellement aujourd'hui. On va poser sa vision, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir notre stratégie, telle chose, telle chose, telle chose. On se revoit dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, pour voir si on a posé tel jalon. Puis ensuite, on pilote la gouvernance, on gère tout ça au quotidien. Il ne faut pas oublier que la sécurité, il faut sans cesse la renouveler, il faut sans cesse se remettre en question. Et rappelez-vous bien que même sur cette méthodologie-là, par exemple, 90% des choses qui vont être à faire vont être liées à l'humain. Et quand je parle de l'humain, je parle bien des formations, et ça c'est peut-être 90% des 90%. Ça va être aussi des méthodos et des procédures à mettre en place. Voilà. On m'a fait signe que... J'ai une question. Oui, oui, ok. On savait que j'ai une question. Oui. La méthode de lancer, elle a un nom ou pas? Comment? La méthode de lancer que tu as présentée, elle a un Oui. nom? Elle a un nom? Ou c'est juste. C'est le niveau de maturité SSI, concrètement. C'est ce qui, elle est assez facile à trouver. Hein. Tu tapes maturité SSI, ANSI, tu devrais trouver justement. Il y a des guides. L'ANSI est très doué là-dessus. La CNIL, un petit peu moins parce qu'on est encore sur du blabla, pas tout le temps compréhensible. Pas très technique non plus. Voilà, pas très technique. Pour le coup, l'ANSI fait un gros travail de vulgarisation sur tous ces aspects-là, donc il y a beaucoup de ressources, même nous, hein, dans notre métier au quotidien, on utilise ça parce que des fois, en fait, on ne sait pas parler à nos clients, ça nous arrive parfois. On est trop technique, on n'est pas au bon endroit, donc des fois, on lit nous-mêmes en fait, les guides de l'ANSI, on se dit, c'est vrai que ça, je ne l'aurais pas dit comme ça. Et du coup, si je le dis comme ça demain à mon client, peut-être qu'il va mieux percevoir ce que j'essaie de lui faire comprendre.
Alors assez rapidement, je vous rassure. Au-delà des solutions techniques, on a parlé tout à l'heure de la mise en place des chartes d'utilisation qui peuvent être rédigées au sein des entreprises et qui doivent être rédigées. Donc encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais vous l'avez compris. Si le chef d'entreprise a sa responsabilité engagée, bien évidemment, s'il a mis en place une charte, un code de conduite, une PSSI, évidemment, il apparaîtra aux yeux du juge comme étant quelqu'un de sérieux et de bonne foi. Donc la critique portée sur lui sera différente. Ça permet, ce que je parlais, de poser sa stratégie, la piloter, mais ces documents-là, les chartes informatiques, ça permet aussi de redescendre au niveau de l'utilisateur final. Il ne faut pas oublier, quand on a des salariés, ils n'ont pas forcément les mêmes intentions, objectifs que la direction. Et du coup, quand on leur ramène ça comme ça, demain tu vas bosser comme ça, parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Les salariés parfois peuvent se braquer. Et donc, justement, tous ces documents-là, ça lui permet aussi de lui dire, ok, on va changer quelques trucs, voici maintenant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, mais surtout, il faut lui expliquer pourquoi ça doit bouger. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on va là. Parce que si le salarié ne comprend pas, alors là, c'est fini. Ouais, il va être réfractaire. C'est vraiment définir des procédures de sécurité qui sont strictes et surtout sensibiliser les salariés parce que, encore une fois, c'est l'utilisation du salarié en interne et les problématiques de sécurité informatique, elles viennent bien souvent de l'erreur humaine. Donc ça, a son importance. Alors, le principe veut qu'il y a une totale liberté du chef d'entreprise dans la mise en œuvre de cette charte, de ce code de conduite. Il n'y a pas un code qui dit qu'il faut que ça soit ça, faut que ça dise ça, etc. Par contre, néanmoins, il faut que ce document-là respecte un certain nombre de choses et surtout ne porte pas atteinte à des principes qui sont essentiels. Notamment, il faut que ça respecte le principe de proportionnalité, parce que les mesures qui vont être mises en place par le chef d'entreprise, eh bien, elles ne doivent pas porter atteinte et ne pas restreindre de manière disproportionnée des libertés fondamentales telles que la liberté d'expression. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut qu'elle soit justifiée par un intérêt légitime. Donc, l'intérêt légitime, c'est la sécurité de l'entreprise, évidemment. Et puis, il y a également la transparence et la loyauté, puisque les organismes en interne de la société, c'est-à-dire comité d'entreprise, CHSCT, s'agissant des données en matière de santé, doivent être avisés de la mise en place de ces chartes et de ces codes éthiques. Une chose importante, il y a également la déclaration à la CNIL qui est à faire au niveau des fichiers. Ça, je vous encourage à le faire. On le fait trop peu souvent, alors pour autant qu'on y est quasiment obligé systématiquement à partir du moment où on a des fichiers. Et puis, une chose également importante, si on veut donner une portée à son code de conduite, à sa charte, une portée disciplinaire sur les sanctions qui peuvent être attribuées à son salarié, parce qu'on considère qu'au travers du non-respect de la charte, eh bien, le salarié commet une faute pour laquelle il va être puni ou sur laquelle on va se baser pour éventuellement procéder à un licenciement, eh bien, il faut que ça soit intégré au règlement intérieur. Si ce n'est pas intégré au règlement intérieur, vous n'avez pas vocation, votre charte et les sanctions qui sont prévues ne sont pas assimilées à un volet disciplinaire et vous ne pourrez pas licencier un salarié sur la base de votre charte informatique si vous n'avez pas couplé ça avec votre règlement intérieur. Sinon, c'est par le biais d'une note de service tout simplement. Alors ces règlements intérieurs, ça peut être aussi une annexe au contrat de travail, mais il faut qu'il y ait du contradictoire dans cette politique qui est mise en place à destination du salarié. Alors on a parlé des salariés, mais bien évidemment, les chartes, elles n'ont pas vocation, les codes de conduite, elles n'ont pas vocation à informer uniquement les salariés sur les process de sécurité de l'entreprise, mais c'est également les clients, c'est également les prestataires. Vous faites appel à des intervenants extérieurs qui vont venir sur votre système, et bien attention à ça aussi, vous avez la possibilité de leur imposer un certain nombre de choses, et c'est capital, notamment en responsabilité en perte de données aussi. Ça se fait très souvent, des petites structures qui sont des prestataires de plus grosses structures qui peuvent travailler dans l'aéronautique, le spatial. C'est systématique. Vous pouvez être sûr et certain que vous pouvez envoyer une copie de votre politique de sécurité informatique à votre futur client, et en fonction de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas, il y a peut-être moyen qui signe le contrat avec vous ou pas, parce que justement il y a des choses qui ne vous plaisent pas, parce que alors on n'est pas sur les mêmes aspects. Moi, je voudrais juste dire un tout petit mot pour finir.
sur la politique de sécurité informatique. Et ça, c'est un peu le chat noir des entreprises. Si la sécurité informatique, c'est le chat noir des entrepreneurs, je crois que la politique de sécurité informatique, c'est le chat noir des entrepreneurs. C'est le truc, on vous parle de ça, on a l'impression que vous avez envie d'être n'importe où sauf avec nous. Et limite, si on tourne la tête 2 secondes, vous êtes parti, quoi. Pensez bien qu'une politique de sécurité informatique, c'est juste un document. Enfin, vous ne mettez pas de barrière psychologique là-dessus. Il ne faut pas forcément que le truc fasse 50 pages. Comme ça, vous pouvez aller voir votre collègue, votre ami entrepreneur. La politique de sécurité fait 50 pages, laquelle? Non, ce n'est pas le problème. Hein, la politique, c'est juste comment on fonctionne en interne, comment on fonctionne en externe, avec nos prestataires, avec nos salariés. Arrivée, départ du salarié, qu'est-ce que l'on fait? C'est juste les règles de comment on fonctionne. Politique de sécurité, si vous écrivez ça sur 2 pages, parce que vous êtes une toute petite structure, bah, écrivez-la sur 2 pages, mais écrivez au moins quelque chose. Voilà, au moins il faut réfléchir à ça. Par contre, c'est sûr que si on est un peu plus gros, bah, il y a plus d'enjeux, il y a plus d'aspects à traiter, parce que là on est sur du multisite, on est sur du multisite à l'international, donc forcément on n'est pas sur les mêmes enjeux. Et pensez bien que la PSSI, c'est pas un truc, voilà, et puis ça sauve des vies dans le sens où, non mais le jour en fait où vous nous appelez en mode pompier et qu'il n'y a rien, bah, c'est un peu le branle-bas de combat, quoi. C'est un peu qui chope un seau, éteint la flamme, quoi. Allez-y, tout le monde s'y met, tout le monde fait n'importe quoi. Quand il y a une politique de sécurité informatique, un de ses rôles aussi, c'est de prévoir le pire et d'expliquer qu'est-ce que l'on fait dans ce cas de figure-là. Ok, demain on se fait pirater telle base de données, ou tel type de base de données avec tel type d'information, qu'est-ce que l'on fait? Quelle est la procédure pour se protéger suite au piratage? Parce que la sécurité informatique qui vous protège à 100%, ça n'existe pas, c'est un mythe. D'accord? Il y a toujours un risque, même nous. Quand on fait un audit, on le dit bien à notre client. Attention, c'est pas parce que là on vous dit que l'audit s'est bien passé et puis que vous êtes bien protégé que demain ce sera toujours le cas. Il y a toujours des failles de sécurité qui tombent tous les jours. Donc la politique de sécurité informatique, c'est aussi ça, c'est prévoir le pire et prévoir comment est-ce que l'on réagit à ces situations-là. Un mot peut-être sur le dispositif d'alerte professionnelle, qui est autre chose qui est mis en place. L'objectif du dispositif d'alerte professionnelle, c'est d'inciter en réalité les salariés à signaler au chef d'entreprise des problèmes qui pourraient sérieusement, nous dit-on, affecter son activité ou engager gravement sa responsabilité. Alors, l'idée, c'est pas de mettre en place de la délation. Hein. Ses copains d'un côté consultent des sites ou va acheter quelque chose sur tel site à telle heure alors qu'il devrait travailler, que c'est mal. C'est pas ça du tout. Mais l'idée, c'est voilà, c'est responsabiliser le salarié dans le cadre de ce dispositif, lui expliquer, parce qu'on l'a formé en amont, parce qu'on lui a expliqué ce que c'était qu'une faille informatique, parce qu'on lui a expliqué les enjeux pour une entreprise, c'est de lui dire attention, vous êtes aussi acteur de ça, soyez responsable, soyez vigilant. Et donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Et pour finir sur la politique de sécurité, la PSSI, aujourd'hui, elle est... la PSSI, c'est quoi? C'est un document qui fait 2 ou 50 pages, et, ou plus, et qui contient une charte informatique, mais qui est un peu plus élaborée que la charte informatique dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, cette politique-là, elle est obligatoire pour les entreprises qui font appel aux capitaux publics ou qui sont dans des secteurs d'activité extrêmement sensibles comme l'armement, l'aviation, etc. Ce qu'on appelle les OIV, organismes d'importance vitale. Mais notre nouveau gouvernement, qui est soucieux de rajouter des couches à nos chefs d'entreprise, se dit qu'il n'en a pas assez, eh bien, a décidé de mener une stratégie nationale pour la sécurité du numérique, dont je vous invite à aller voir le communiqué de presse de Manuel Valls. Ça fait très stratégique, numérique, cyberattaque. Mais on est en France. Et communiqué de presse du 16 octobre 2015, donc vous verrez cela. La France se dote d'une stratégie nationale pour la sécurité du numérique. 5 objectifs, vous verrez, c'est bien, c'est fort, mais il faut que les chefs d'entreprise aient conscience de tout ça. L'intérêt derrière ça, c'est déjà de protéger nos intérêts économiques sur les organismes qui sont d'importance vitale, mais plus tard, ça va être aussi un petit peu d'obliger justement les sociétés, parce qu'en France, on fait partie des pays où la culture de la sécurité informatique est très forte, et on a plein de consultants qui partent à l'étranger parce que nos consultants français de sécurité informatique sont extrêmement demandés. Alors parfois on a un problème, c'est qu'on a un déficit en interne, mais surtout
c'est qu'on est très mauvais en sécurité informatique, par contre, au niveau des entreprises. Donc c'est un petit peu le paradoxe. Et donc l'idée, ça va être un petit peu, si vous ne voulez pas faire les choses comme il faut, on va finir par vous les imposer. Pour finir, peut-être, oui, vous avez un lien sur le guide de l'ANSSI, le guide des bonnes pratiques informatiques élaboré par l'ANSSI, qui est quand même très bien fait, très pédagogue. Très certainement, sur le site de l'ANSSI, il y a plein de ressources. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment très fourni en documentation et en plus très terre-à-terre, accessible par tout le monde. J'avais juste une petite chose à dire. Ouais. La sécurité informatique, selon F-Secure, nous sommes le dernier pays européen à s'en préoccuper. Voilà. Tout simplement. Ça fait écho à ce que je dis, merci. Tout simplement. Vous avez des questions ?